Donc ces modèles-là sont dispo déjà en Asie. Ils sont dispo en Asie. Nous on essaye se mettre d'accord en fait de trouver. Donc comme tu sais, on a changé un petit peu de façon de travailler. Ouais. Avant on était uniquement distributeur, maintenant on fait aussi de la vente directe. Il fallait nous trouver en fait un bon pricing pour en fait pas tuer les shops et pour pouvoir nous aussi proposer un deuxième objectif. Si on avait dû le proposer sous notre business model actuel, enfin sur business model, ouais. Elle serait arrivée à 500 ou 550 euros je crois, ou 600 euros. Ouais. Donc tu vois, c'est juste impossible. Là, si je te dis pas de conneries, je crois qu'on va le faire à 350, 300. D'accord. Elle est à 300 $ chez Red Wolf. Et nous, du coup, on l'a fait à 350 euros parce qu'eux n'ont pas de taxes là-dessus. Enfin, c'est prendre sur les taxes. Ouais, ouais, tout à fait. À 350 euros environ à 349 dans 3 mois. Ok. Donc c'est beaucoup plus abordable que ce qu'on aurait pu proposer. C'est pour ça que ça a mis du temps. Mais maintenant, on va pouvoir la faire rentrer à un prix pas déconnant. Donc il y a le modèle 1928 aussi qui est... c'est ça, 1928 hein. Oui, alors par contre celle-là, c'est celle qu'on a toujours eue, c'est notre AEG. D'accord, c'est la AEG. Ce qui nous intéresse, c'est pour ça qu'on l'a remise, et c'est avant tout un show aussi ici business. Ouais. C'est parler avec nos clients, de voir est-ce que vous aimez cette technologie, est-ce que s'il vous plaît, est-ce que vous voulez voir ce modèle, est-ce que vous voulez voir ce modèle arriver. En tout cas, c'est bon, l'attente est terminée pour la Thompson, elle est là dans 3 mois à 349 €. Et on fera même pas de piquant, on va essayer d'en ramener pas mal, donc il y en aura a priori pour tout le monde. Et du coup, tu vois, je suis en train inconsciemment de redescendre un petit peu, sur quoi je... oh mon dieu, des jolis Desert Eagle. Ouais, donc alors... Alors en fait ici, tu peux voir déjà qu'on a les deux modèles de WE qui sont un petit peu plus bas, je sais pas si c'était dessus. Ouais. Donc le chrome et le black, on a été super surpris. WE nous avait proposé des produits donc, qui étaient quasiment parfaits dès le départ parce que on travaille toujours comme ça. On a, enfin toujours pas pour les Globe 17, mais en général la manière dont on travaille depuis quelques temps, un fournisseur nous envoie un produit, notre R&D le passe au crible, fait des suggestions de changement de pièces, de changement d'interne. On nous renvoie le produit, on le valide auprès du licensor et donc auprès par exemple ici de Desert Eagle. Une fois qu'on a le go technique, on l'envoie, on peut lancer la production. Et là, WE nous a fait quelque chose de quasiment parfait dès le départ. Oui. Donc ça a été c'est un très bon produit qui a très bien été accueilli. Et du coup, KWC a décidé de ressortir un petit peu et donc ils nous ont proposé. En fait, ils voulaient faire une nouvelle version. On avait vu donc, le L6, Desert Eagle L6. Ils nous avaient proposé quelque chose qui n'était pas top. Donc là, par contre, la R&D leur a montré les nouveaux plans du flingue, leur a montré un peu comment faire. Alors ici, tu sais qu'on travaille avec des moules sur nos répliques. Tu vois qu'ici, il aurait fallu changer le moule complet pour pouvoir avoir quelque chose d'unique. Donc ici on a triché un petit peu en faisant faire une fixation. Voilà. Sauf que c'est la première version, si tu veux, en plus celle-ci n'est pas, on voit le rail au-dessus, les aérations. Et au final, on a encore l'ancien sélecteur qui va venir changer sur la version production de masse. Et on hésite à enlever le full auto. On sait qu'il y a des personnes qui l'aiment, on sait qu'il y a des personnes qui voudraient s'en débarrasser. Mais là, ceux-là, je pense qu'on est d'ici, c'est 4 mois. On va être fin de l'été, en fin de l'été, on va les avoir. D'accord. Et surtout, ce qui est intéressant, alors celui-là, c'était notre premier prototype envoyé par KWC. Et les nouveaux, tu vois ici, le dernier que l'on a reçu, avec le nouveau grip, qui est tellement mieux, mais il n'y a pas photo, quoi. Beaucoup plus sympa, beaucoup plus de gueule. Ah, on est chez SIG là. Exactement, on est chez SIG. Ah, c'est nouveau ça? Alors même pas, c'est une réédition. Ah. C'est une réédition en couleur, en tan. Celui-là, malheureusement, je ne peux pas te fournir l'info. On montre ça à nos clients. Alors on l'a exposé là dehors. Je peux pas t'en parler maintenant. Ok. On pourra en parler d'ici un mois et demi. D'accord. Et là, pareil. Donc en fait, comme notre partenariat avec WE se passe très bien et se développe bien. On leur a demandé donc, des modèles de SIG. Alors ici, donc, tu peux voir le P229 qui sort de chez eux. On a le 226 aussi et le 228. D'accord. Donc ceux-là sur lesquels on a posé les vrais marquages. Alors il faut voir que tu sais comment on fonctionne maintenant avec les Inokatsu un peu qui guident notre R&D.
nous, on a besoin d'avoir des produits qui répondent à un certain niveau de qualité. Ouais. Tout ça de par la validation de la licence, etc. Et puis c'est la nouvelle manière de travailler de Cybergun depuis l'arrivée du Go. Donc là on a demandé à WE, on leur a dit écoutez vos produits sont vraiment pas mal, nous ce qu'on voudrait faire c'est pouvoir en faire des versions officielles. Par contre on va leur faire passer toute une batterie de tests. S'ils échouent et qu'ils ne sont pas validés par le licensor, du coup on devra faire des modifications. Donc là on est en phase de test justement, pour vérifier que les SIG vont passer ces tests là. Et de la même manière que de ce qu'on a fait avec WE, où on s'est associé avec eux sur des produits, là on va essayer de faire la même chose sur les SIG pour augmenter la gamme SIG. D'accord. Et alors évidemment le MCX, alors le MCX pareil, hein, c'est un peu comme la Thompson. Bah, il est sorti avant en Asie et on a pour les mêmes raisons que la Thompson, on a mis un petit peu de temps nous à le proposer en Europe parce que s'il est arrivé tel quel, il aurait été à 600 balles lui. D'accord. 600 €. Je crois qu'il est de mémoire, il doit être à 430 $, quelque chose comme ça. Voilà, exactement. Et donc celui-là, on en a commandé quelques pièces. Je crois qu'il y en a une centaine qui arrivent pour la France. Là, on en a beaucoup plus qui arrivent après, mais donc on a un premier batch de 100 qui arrive. Et le prix, donc dans un mois, et le prix devrait avoisiner donc les 450 €. D'accord, donc on reste dans le standard VFC. On reste dans le standard VFC. Ok. Donc là, on n'a pas fait de... Excuse-moi, je t'en prie. C'est pareil parce que j'ai tendance à glisser, tu vois, et là je glisse sur un SP2022. Un 2022. Alors ça n'est pas l'Inokatsu, c'est une version dont je parlerai plus tard également. Ah d'accord. Ah, c'est comme ce 556, mais on pourra parler dans 2022 tout à l'heure. Mais qu'est-ce donc quoi donc? C'est le premier proto du 2022 Inok. Ouais. Premier proto qui est sorti tout juste avant qu'on arrive. Et donc on voit qu'il a encore donc, le propriété de l'État MI. Mais donc c'est notre version du modèle qui équipe la gendarmerie. Donc de la même manière que ce qu'on avait fait pour le Glock 17, où donc je l'avais dit, on avait pris la base des Stark, on l'avait envoyé en test à la police. La police nous a dit c'est impossible, ça ne tient pas. Oui. Donc on avait recommencé tout de A à Z, surtout ça rentrait pas dans le holster de service. Donc ils nous ont dit non, on n'en veut pas. Donc on avait tout repris de zéro pour aboutir à la version culasse bleue qui est après devenue la version Inokatsu avec notamment donc, la culasse en alu CNC usiné, la tige guide en acier renforcé, tout le bloc chien aussi en acier, beaucoup de pièces aussi en alu CNC, enfin en CNC usiné à l'intérieur. Donc quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qui existait sur le marché. Et le 2022 a subi le même traitement. Le 2022 ça a été même plus compliqué parce que la gendarmerie était encore plus tatillonne. Donc là sur la gendarmerie c'était 30 000 coups qu'il fallait atteindre sans casser. Ouais. Et, au lieu de 11 000 c'est ça pour... Voilà, ouais. Et donc là on était à 30 000. Et ben je suis très heureux de dire qu'on les a atteints. On a commencé à les livrer en décembre dernier. On a signé le contrat en décembre dernier, donc on a commencé à les livrer il y a quelques semaines. Et que tout se passe très bien. Et d'ailleurs si tu veux, je peux aller te montrer cette version qui est la version QS Bleu qui équipe toute notre gendarmerie nationale. Allez, soyons fous. Ok, donc là la version entraînement gendarmerie. Exactement, donc la version entraînement, pareil, toujours donc culasse bleue, hein, safety first, histoire d'éviter de le confondre avec une arme de service. Donc on retrouve les marquages propriété de l'État. Donc là ça a été exactement le même travail, on retrouve la culasse en alu CNC usiné, toutes les pièces renforcées, c'est vraiment l'acier qui nous permet de tenir en fait les 30 000 coups. Évidemment pour arriver sur une version civile, on a fait 2-3 modifications qui nous permettent d'atteindre un prix qui soit on va dire pas déconnant avec le marché civil. A priori, ce sera aux alentours du prix du Glock. Exactement. Oui. Exactement. Le but en fait, ce qu'on veut vraiment faire avec Inokatsu, c'est ça. Quand les gens nous demandaient, ils ne comprenaient pas vraiment quelle était la raison pour laquelle on avait ressuscité Inokatsu avec le Glock. Oui. C'est que pour nous, Inokatsu, c'est avant tout une valeur, une espèce de valeur de luxe. Voilà. C'est pas forcément juste le luxe, c'est la qualité, la performance, un bel objet de l'airsoft. Ça doit représenter un certain standard. Et donc pour nous on s'est dit, bah voilà, ce qu'on fait avec Spartan, ça va servir à alimenter ce standard. Donc
et ça va rester à un prix là du coup de 250 € pour nous, qui nous semble être un bon prix, pas abusif, pour du matériel de qualité qui du coup est quasiment le même que celui qui permet à la police de s'entraîner. Et version diecast envisagée ou pas, ou vraiment Inokatsu et Inokatsu? Version diecast envisagée aussi, parce qu'il en faut pour tout le monde. D'accord. On verra. Alors donc le plus compliqué, il faut voir dans le process de production, c'est d'arriver à adapter sur les différentes versions. Il faut voir aussi que quand on change le poids d'une partie, la composante d'une partie, la résistance d'une partie, le rapport de force vient se faire ailleurs. Donc on peut pas, on va adapter en fait. Il y a un vrai travail d'adaptation, comme ce qu'on a fait du coup pour les Glock. Et là, on glisse sur du Glock. Exactement. Mais Glock, là, diecast là du coup. Alors ça, donc on a un petit mélange. Alors, ouais. Le 18C, les 234 sont de chez WE. Même chose, on est en notre partenariat avec eux. Le but est... Ouais. D'accord. Le but étant de dire qu'on souhaite avoir des produits de qualité, qu'ils ont montré avec le Desert Eagle qui... bon, pas qu'avec le Desert Eagle, tu me diras, mais sous licence, sous accord Cybergun, ils ont montré qu'ils savaient faire de bonnes choses. Ouais. Donc on va pas réinventer la poudre. On l'a déjà fait avec l'Inokatsu, on a fait un énorme travail, nous. Okay. Mais donc en fait, on peut faire bénéficier les autres des petites avancées qu'on a eues. Donc là, même chose, alors surtout chez Glock, où il y a un process de validation des produits qui est très important, c'est le Glock Perfection, hein. Donc on doit leur envoyer à chaque fois les samples pour validation. D'ailleurs, tiens, pour les viewers qui ont beaucoup d'interrogations sur le fait qu'il n'y ait pas tous les marquages RS comme il y a sur les vrais Glock, tu me confirmes que c'est bien une volonté de Glock qu'il n'y ait pas tous les marquages officiels Glock sur les répliques? On a certaines contraintes, effectivement. D'accord, pour pas justement que ça ressemble à une vraie arme. Déjà on a lutté ici, au lieu d'avoir donc le 9x19, ouais. Normalement c'était 6 mm. On a argumenté très fort pour pouvoir le mettre. D'accord. Donc c'est voilà, si tu veux, ça fait partie de notre travail aussi. Okay. Faut pas oublier quand même que c'est des marques, c'est des modèles souvent qui sont déposés. Oui. On peut pas faire ce qu'on veut et c'est notre travail d'arriver à concilier les envies du fabricant, les attentes des joueurs et les attentes aussi du fabricant originel. D'accord. Donc le 17 Gen 4 que tu viens de montrer, oui. Celui-là, c'est celui de BFC que l'on va sortir dans pas longtemps, donc avec les internes Inokatsu. Ok, donc votre carcasse, enfin, ce sera votre carcasse? C'est les internes Inokatsu. La seule chose qui change au final, c'est notre culasse. C'est la culasse au final, donc c'est la culasse en alu CNC, c'est celle qu'on réserve à l'entraînement, ouais. C'est celle dont bénéficie l'Inokatsu. Elle a une durabilité, je pense, assez énorme. T'as dû le voir parce que tu m'avais dit que... Ça fait 6 mois que je l'utilise à chaque partie et il n'y a pas une égratignure sur la culasse. Voilà, et ben tu vois, voilà. Donc là, au final, le problème, c'est que ça mène à un prix à 250 €. Oui. Parce que le CNC, c'est du temps machine que tu achètes, c'est cher, c'est un seul bloc d'alu. Là, donc on fait une version plus abordable, sans cette culasse haut de gamme, là, qui nous permet de descendre à 170 €. Voilà. Ça nous permet de descendre à 170 €, mais on garde l'avantage de nos internes Inokatsu, parce qu'on a des pièces qui ont été renforcées. D'accord. Et au niveau de la compatibilité, comme le Ino, compatible avec les holsters RS, donc voilà. Pareil, carcasse, voilà. C'est vos moules. Voilà. On a repris, donc c'est vraiment, on reprend c'est notre produit, juste on a changé la culasse. Ok. Donc tu vois à quel point cette culasse elle coûte cher. Ouais. Voilà, donc, et donc juste, alors l'autre 34, on pourra en release 2 a priori, c'est encore en discussion, mais un Gen 3 et un Gen 4. D'accord. Ce que je disais, c'est que de toute manière, WE va devoir passer les tests de validation de Glock. Il est possible, il est fort possible que l'on fasse des modifications pour les faire arriver. De toute façon, notre partenariat s'est tellement bien passé qu'on s'est dit on allait les tendre avec eux pour proposer d'un coup la plus grosse large gamme de Glock possible. Le 42, on l'a déjà montré. Le 42, c'est le VFC. Le 42, là, lui, on va avoir du mal à lui faire passer les tests de validation de Glock parce que question de pièces à renforcer dans tous les sens et dans un si petit espace, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc tu vois, on fait vraiment le travail jusqu'au bout, mais c'est compliqué et comme tu le sais, notre R&D passe beaucoup de temps sur Spartan et donc le 42 n'est pas un des modèles pour lesquels on passe le plus de temps. Ouais, donc pour l'entraînement des forces, c'est pas forcément... Voilà, le 42, c'est pas... c'est pas trop le truc. FNX 45 culasse fixe. D'accord, donc celui-là c'était CO2, c'est ça? Ouais, voilà. Ok. Et bon, c'est un proto qu'on a, donc tu as encore des problèmes de finition. Ouais. Le truc, c'est qu'on va être en dessous de 100 €.
D'accord. Voilà, on a un FNX 45 en 600 €, culasse fixe, toujours efficace. Il n'y a pas grand chose de nouveau. Vous avez calibré un peu ça ou alors justement on entend beaucoup les réactions disant qu'on a souvent des flingues qui tirent beaucoup trop fort. Ouais. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. Il faut savoir que la plupart du temps, donc, les usines quand elles sont en Asie, il y a un taux d'humidité, une température qui est complètement différente évidemment de celle de l'Europe. Oui. Donc on est en train de mettre en place des chambres de test chez nos fournisseurs qui sont climatisées et qui permettent d'avoir des conditions qui se rapprochent de celles que l'on a en Europe. D'accord. Ça nous permet du coup, quand ils font les tests, de valider, d'être sûr qu'au moins on est à peu près dans les zones, dans des zones de puissance qui sont utilisables en partie. Ok. My precious. Alors tu seras heureux de savoir que donc, tu sais quand l'armée américaine avait voulu changer de pistolet, donc il avait fait un appel d'offres. Ouais. SIG avait répondu, mais FN aussi avait répondu. Avec une version upgradée du FNS9, le FN 509, qui s'est fait retoquer. Donc au conflit du P320, SIG. Mais donc ils ont de gros espoirs sur le FN 509. Ils ont équipé récemment la Brinks aux US de FN 509 et du coup c'est un modèle qui nous intéresse fortement évidemment avec Spartan. Et donc on est en train de le développer et on espère pouvoir le sortir au grand public aussi rapidement. D'accord. Ceux-là, on les connaît, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ouais. Alors j'ai eu des questions moi, des abonnés suite à la review de ce modèle, hein, donc ça c'est le dernier, de savoir est-ce qu'il y aurait des accessoires genre lunettes et tout qui sortiraient ou est-ce que c'est compatible Alors on va effectivement, on a vu ce genre de retour, je vais pas dire que c'était pas une priorité, mais on attendait que le niveau de vente soit suffisant et en fait être sûr aussi que le produit plaisait, parce que le F2000 c'est quand même quelque chose de particulier. Donc développer une ligne d'accessoires pour un produit qui est ultra segmentant, c'est pas forcément la meilleure stratégie, mais au final il y a eu une très bonne réception. Je sais que le produit a ses points positifs et ses points négatifs, mais il a suffisamment de points positifs et il a suffisamment été bien accueilli pour qu'on puisse considérer effectivement le développement d'une gamme d'accessoires. Et donc ce fameux petit P90 en partenariat avec WE là, ça se finalise ou... C'est exactement la même chose que je dis donc, pour les SIG et les Glock. C'est que nous on doit faire en sorte que les produits qui disposent des marquages officiels soient suffisamment, on va pas dire bons techniquement, mais qui répondent à un niveau d'exigence et de qualité qui satisfasse le licensor. On est très proche de FNR Stahl, donc on a évidemment très envie de leur faire plaisir. Oui. Donc c'est quelque chose pareil sur lequel la R&D travaille. Donc comme tu le vois, il y a quand même un sacré grand nombre de nouvelles répliques qui viennent s'ajouter au catalogue et il faut qu'on soit sûr que tout répond aux exigences. Ouais. Notre R&D sera toujours au taquet pour fournir les bonnes idées et les bonnes suggestions pour modifier le produit. Bah, je sais pas, moi j'arrête pas de lire sur internet qu'il n'y a pas de R&D chez Cybergun. Écoute, c'est pour ça qu'il faut dire ça donc à la gendarmerie qui dispose de nos pistolets qui ont été développés exclusivement par nous. Oh c'est mignon ça. C'est les petits Arsenal qui tirent des vraies munitions ça. J'aurais bien aimé. C'est pas ceux-là? J'en ai vu certains au show, ils sont vraiment très chouettes. Ils sont vraiment très chouettes. C'est super chouette hein. Les holster Adaptix. L'Adaptix, je suppose que tu vas pas tarder à en recevoir un et pour que tu puisses nous confirmer qu'avec ta grande collection de répliques et d'armes, qu'on a bien 300 modèles qui rentrent dans notre holster. Alors je peux pas te certifier que je dispose de 300 modèles. Hein. Oh mais je suppose que tu as assez de potes qui pourront t'en prêter pour le vérifier. Mais non, en fait on a, ça c'est pareil, design complet, voilà on parlait de la R&D de Cybergun, pour le coup, produit 100% R&D Cybergun. C'est une idée de Monsieur X dont on ne donne pas le nom. Qui m'avait d'ailleurs présenté le proto l'an passé. Voilà, exactement. Et qui du coup est finalement sorti après différents ajustements. Le deal c'est simple, c'est qu'on a 6 étapes pour adapter le holster à plus de 300 modèles. Il n'y a pas besoin de kit, il n'y a pas de trucs cachés, de promesses. En fait la promesse est vraie, c'est 6 étapes pour adapter ton holster à 300 modèles. D'accord, alors une autre question, là je vais faire de l'enfonçage de porte ouverte, mais l'autre jour j'ai vu un commentaire, si c'est Cybergun, pourquoi c'est écrit Swiss Arm?
Parce qu'en fait Swiss Arms nous appartient, c'est notre marque. D'accord. Et donc c'est une marque sur laquelle on met beaucoup d'accessoires, on met du gaz, on met des cartouches CO2, on met des holsters. Donc pour nous ça a plus de sens de continuer à alimenter Swiss Arms que de faire tout simplement du Cybergun. Cybergun, il faut pas oublier que c'est le nom d'une entreprise. Il y a des gens qui comme Apple ou Microsoft choisissent de vendre leurs produits sous leur nom. Nous on a des licences que l'on fait vivre. Okay. Et on pense déjà du coup à la prochaine version. Alors il y a des nouvelles couleurs là qui vont arriver. Et on pense à une prochaine version avec, qui permettra d'utiliser des accessoires. D'accord, genre lampe, laser, voilà. Etc. Monsieur X a déjà des idées. Ouais. Et c'est lui qui mettra dessus. Chez Colt, alors le problème de Colt, c'est que Colt n'est pas très actif pour faire de nouvelles choses. Ah bah c'est vintage hein. C'est vintage, mais il y a un truc que j'aime beaucoup, je suis un grand fan de Nicky Larson. et donc il faut du Python. Moi voilà, je suis très heureux de pouvoir dire que on va relancer le 357 chromé. Ça, et surtout moi ce que je voulais c'est le chromé avec les plaquettes de bois. Tu vois, mais genre du coup j'aimerais bien qu'on essaie de se débrouiller pour avoir des vraies plaquettes de bois. Quelque chose de joli. Si t'es un fan de The Walking Dead, alors moi je suis pas un fan de la série mais je suis fan du comics. Ouais. Et moi ça me ferait très plaisir de pouvoir avoir celui-là en plaquettes de bois. Donc c'est quoi, version CO2 ça C'est ouais exactement, c'est notre KWC. D'accord. Donc en plusieurs... Donc ceux-là c'est voilà exactement les versions noires, donc 4 pouces, 6 pouces, c'est des standards. Et on a toujours évidemment nos railgun, on est en train de faire une version du Colt Combat Unit aussi. C'est le premier prototype du Combat Unit. Alors ça c'est aussi un grand sujet de travail chez nous, c'est de pouvoir proposer des plaquettes qui fonctionnent sur tous nos 1911, ouais. Toute une ligne de plaquettes bois avec des designs assez sympathiques. Et il y aura bientôt, on va essayer de faire ça, parce qu'on a de retour sur les chargeurs du 1911, on aimerait bien les faire évoluer aussi, notamment la glissière. Ouais. Donc on travaille là-dessus avec les WC sur une nouvelle solution de glissière. Pour pas que ça se bloque ou que ça... Voilà, ouais. Et puis surtout, si comme moi tu as des tout petits ongles, moi ça a tendance à passer en dessous et à me latter le dessous des ongles. Ah le FAMAS, alors là du coup on a notre Evo et notre F1. Oui. Et je suis désolé mais il n'y en a que 4 et il manque le Valo. Oui. Alors le Valo c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. En fait il n'existe pas, vous êtes des fumistes, voilà, c'est ça? Exactement, on a tout inventé. Ouais. Et c'était juste pour vous faire marcher. Non en vrai on sait très bien qu'on se fait alpaguer à chaque fois là-dessus, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'attentes derrière, c'est énormément de pression de voir à chaque fois qu'en fait, peu importe ce qu'on poste, même si c'est sur du globe, on nous demande le FAMAS, et donc on veut le sortir, et on est convaincu, on veut le sortir, on veut bien faire les choses. On a eu quelques problèmes pendant la production, des problèmes qui n'étaient pas du tout liés à Cybergun. On fera une communication et je pense que c'est Hugo, vu la nature du sujet et l'importance qu'il leur met, ce sera Hugo qui fera une communication officielle là-dessus, ouais. Pour expliquer pourquoi le Valo en fait a pris autant de retard, mais qu'il finira bien par sortir un jour. Ah, le projet n'est pas enterré Il n'est absolument pas enterré, il continue de vivre. On peut dire quelque part qu'il a été rebooté. D'accord. Ça c'est un peu mon... J'aime beaucoup PGM, c'est dommage qu'on n'ait pas fait grand chose sur les snipers chez Cybergun. Je pense qu'on avait beaucoup de travail déjà pour remettre Cybergun sur pied. Maintenant que les choses commencent à aller beaucoup mieux, même beaucoup mieux, on va pouvoir redévelopper un petit peu la gamme des snipers et quoi de mieux Cocorico que de le faire avec PGM. Donc là c'est pareil, c'est un modèle, on sait qu'à l'Ivoire on vraiment rencontre des clients business, donc ici c'est pour avoir un peu leur retour, sentir eux sur leurs différents marchés, parce qu'on a des gens qui viennent partout dans le monde. Tout à l'heure quand je suis arrivé il y avait Evix sur le stand, c'est des discussions qu'on a avec eux pour un peu savoir, qui nous aident à nous dire selon leur marché quelles sont les sensibilités. Donc il est possible que très prochainement PGM Précision fasse un retour pour l'airsoft.